On va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 5 à 7 de l'éco-construction organisé par le pôle Excellence Bois et le CAUE de la Savoie. Donc, ce 100% à distance. Donc, moi, je me présente très rapidement. Je m'appelle Thibaut Guiraudy. Je travaille au pôle Excellence Bois en tant que chef de projet et j'anime aussi l'association Bois Qualité Savoie. Donc, pour commencer, on va faire un tout petit point technique Teams. Donc, vous avez la possibilité normalement d'afficher les participants pour voir qui est connecté et pour voir qui sont les présentateurs. Vous pouvez aussi afficher une conversation. Donc, ça vous permettra de poser des questions pendant les présentations. J'essaierai de regrouper un peu les questions et de les transmettre aux intervenants. Et vous avez aussi la possibilité de lever la main. Donc là, ce sera pour la dernière partie de ce webinaire. Vous aurez la possibilité soit de témoigner ou de poser des questions du coup à l'oral en prenant la parole, mais j'en reparlerai tout à l'heure. J'en profite aussi pour vous dire que cette visioconférence est enregistrée. Elle sera disponible sur le site internet du pôle Excellence Bois et du CAUE de la Savoie notamment. Pour resituer donc cette visioconférence, donc elle s'intègre dans des conférences organisées par les 5 à 7 de l'éco-construction. Le dernier sujet, c'était porté sur la réglementation environnementale 2020, fin d'année de 2021. Et donc, on a retenu notamment que la principale nouveauté de cette réglementation, vis-à-vis de la réglementation thermique 2012, anciennement, était la prise en compte de l'impact carbone du chauffage et des matériaux dans la construction. Donc ça, c'est assez nouveau. Or, il s'avère que les matériaux biosourcés ont un impact sur le réchauffement climatique assez limité. C'est pourquoi on a proposé avec le CAUE de la Savoie d'organiser une conférence sur ce sujet. Voilà, et donc le titre de la conférence est « Comment faciliter l'usage des matériaux biosourcés dans la construction ». Alors Cédric, est-ce que tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît? Voilà. Voilà. Donc pour répondre du mieux possible à cette question qui est assez vaste, on a ce soir donc 2 intervenants avec nous. Le premier est local, c'est monsieur Laurent Louis, architecte DPLG et urbaniste ENPC au cabinet d'architecte Louis et Perrineau à Chambéry. Et le deuxième est un peu moins local, mais a des projets du coup moins connus localement, donc tout aussi intéressants. C'est monsieur Samuel Poutou, qui est architecte DPLG à l'atelier WOA à Paris, ou l'atelier WOA. Tu nous diras comment on dit. Voilà, donc chaque présentation durera environ 20 minutes. Il y aura ensuite 10 minutes de questions. Donc là, ce sera des questions écrites. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans la conversation. Et en dernière partie de ce webinaire, vous aurez, comme j'ai dit tout à l'heure, la possibilité donc de témoigner ou de poser des questions, notamment vis-à-vis de vos propres projets. Si vous avez des projets de construction en matériaux biosourcés, que vous soyez maître d'ouvrage ou architecte, maîtrise d'œuvre, ou même autre. Hein. Voilà, parce qu'en effet, c'est intéressant d'avoir des témoignages, pas que d'architectes. Là, ce soir, on a 2 intervenants architectes, mais c'est aussi intéressant de savoir, d'avoir la position des maîtres d'ouvrage vis-à-vis de ces projets. Voilà, donc il suffira en fait d'écrire dans la conversation le sujet dont vous voulez parler, de lever la main et on vous donnera l'accès au micro. Voilà, et donc pour introduire la question de comment faciliter l'usage de ces matériaux biosourcés, je vais faire un petit rappel de la question pourquoi utiliser des matériaux biosourcés, mais avant, Cédric Vallée va vous raconter l'aventure du bois dans la construction en accéléré. Voilà, Cédric, je te laisse te présenter et attaquer ta présentation. Merci. Donc moi, je suis Cédric Vallet, donc je suis chargé de mission au CAUE de la Savoie. Donc c'est vrai que j'ai plutôt pour habitude d'accompagner les collectivités. Et j'ai un petit côté ethno aussi qui est dans ma formation. Et c'est vrai que les principes constructifs, ça m'a pas mal intéressé au cours du temps. Et donc je vais aller très très vite puisqu'on va balayer presque
presque 10 000 ans d'histoire en pas longtemps. Mais grosso modo, le bois apparaît, en tout cas dans la construction, dans les textes, depuis à peu près 5 000 ans. Il y a 5 000 ans, on sait qu'en Mésopotamie, on met en place des filières du bois parce qu'ils n'en ont pas sur place. Enfin, en tout cas, il est impropre à la construction et donc ils vont le chercher déjà au Liban, ce qui génère parfois des tensions. Donc la filière matériaux, elle est déjà présente. On a retrouvé aussi au niveau archéologique dans les sous-sols, enfin le sous-sol de la ville de Rome, les premiers établissements étaient effectivement essentiellement en bois. Et en fait, tout ça s'explique parce qu'effectivement, c'est un matériau qui est assez abondant par endroits, qui est facilement manipulable et donc qui est facile à mettre en œuvre avec d'autres matériaux. Hein. Il intervient rarement seul, ne serait-ce que parce qu'au départ, on n'avait pas forcément les outils pour le travailler et faire en sorte que ce soit le seul matériau mis en œuvre. Et donc, on l'accompagne souvent en pierre, paille, terre, etc. Et il sert assez rapidement de matériau principal. Et en particulier, dans des moments, dans des situations architecturales, c'est le seul qu'on connaît au départ, pour faire des planchers en particulier, la charpente. Et donc, il est très utilisé. Et ça, de manière assez prégnante, jusqu'au début de la période féodale, on a les premières tourmottes qu'on appelle, qui sont issues des péripéties normandes, on va dire. Elles sont en bois au départ, les fortifications sont en bois. Il y a une explication quand même à donner à ça, c'est que c'était rapide. Il fallait faire des fortifications rapides. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude par le passé d'avoir plutôt des villes en pierre avec des enceintes en pierre, etc. Mais en tout cas, dans l'urgence, c'est le bois qu'on utilise. Et dès que la situation, on va dire politique, géopolitique et économique se stabilise, eh ben on remplace les tours en bois par des tours en pierre qui sont quand même un peu plus résistantes, en particulier au feu. Et donc tout ça aurait dû faire du bois quand même un matériau essentiel, mais même malheureusement, effectivement, comme on remplaçait pour les fortifications le bois par de la pierre, on sait tous que le matériau, suivant comment il est mis en œuvre aussi, est plutôt inflammable et fragile. Et donc on le remplace. On a forcément derrière ça, puisque la pierre symbolise une stabilité économique et géopolitique, un glissement de la valeur symbolique du matériau, c'est-à-dire que le bois finalement, eh ben, c'est moins bien que la pierre. Si on est capable de construire en pierre, ça veut dire que bah, voilà, quand même, qu'on a une certaine assise. Et alors, ne parlons pas de la paille, il est quand même encore au-dessus. Mais donc, tout ça, ça glisse. Et puis après, à certains moments de l'histoire, le politique s'en saisit carrément. On a ça à la fin du 19e, où, en fait, en tirant parti de toutes les expériences malheureuses qu'on a eues avant, l'incendie de Rome, pas de Rome, de Londres en particulier, qui a été un vrai désastre, le politique se saisit de la question du bois et demande à certains de mettre en place des principes constructifs et de les répandre de manière plus ferme qui permettrait de lutter contre les risques d'incendie. Vers chez nous, on a deux personnes essentiellement qui se préoccupent de ça. On a Cointreau qui lui va réinventer le pisé, enfin, voilà, qui est un principe constructif plutôt ancien lui aussi. Et puis on a Auguste Virbent. Et Auguste Virbent, lui, il se passe une convergence de faits assez étonnante quand cet homme exerce. C'est que, bizarrement, l'histoire des trois petits cochons, elle apparaît en même temps que le brevet sur la presse hydraulique qui permet de faire de la brique industrielle. Alors, c'est assez étonnant. Et, campagne de pub ou fait du hasard, c'est quand même assez troublant. Mais voilà, toujours est-il que ça va mettre un sale coup aux matériaux biosourcés, entre guillemets,
bois, paille, etc. On sait bien ce qui arrive à ces pauvres maisons dès que le loup s'en préoccupe. Et ça va glisser, si vous voulez, sur le champ culturel. C'est-à-dire qu'en fait, la filière, j'allais dire dure, briques et maintenant béton, hein, qui se sont saisis de enfin, qui ont bénéficié de cette histoire et d'autres encore, ont contribué, si vous voulez, à faire advenir ça dans le champ culturel et avec parfois une sémantique qui est troublante. Puisque dernièrement, c'était en 2014, j'étais invité à un colloque un colloque, normalement, c'est un endroit où on débat sur l'utilité du béton dans la construction. Le sous-titre, c'était pour mettre votre famille et vos biens en sécurité, choisissez le béton. Donc j'y suis pas allé. Et donc, on a aussi l'arrivée, avec la révolution industrielle, de nouveaux matériaux qui vont progressivement se substituer. Là, pareil, on a le métal, les poutrelles en métal et d'autres choses qui vont progressivement évincer le bois. On en a des exemples assez troublants, notamment sur Chambéry avec le parking Cassim. On s'aperçoit qu'il n'y a plus de bois dedans, mais c'est tout en métal. Voilà, des poutres en métal avec des voitures dessous. Donc, il y a vraiment un risque de perte d'hégémonie du bois sur les autres matériaux, alors que quelque part, dès le départ, il avait la possibilité enfin, en tout cas, il était intégré comme un matériau clé de la construction. Voilà, j'ai fait très court et je vais passer la main maintenant à Thibaut pour qu'il explique un petit peu ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de réintroduire le bois et les matériaux biosourcés dans la construction. Merci Cédric. Donc en effet, je vais essayer de répondre très rapidement à la question pourquoi, au cas où certains d'entre vous n'étaient pas encore convaincus. Mais j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes quand même plus ou moins convaincus qu'on a besoin d'introduire ces matériaux biosourcés dans la construction. Donc je voulais commencer par un chiffre. Alors 10 gigatonnes de CO2, ça veut pas, c'est 10 milliards de tonnes en fait de CO2. Ça dit pas grand-chose comme ça, mais en fait c'est le plus haut niveau jamais atteint d'émissions de gaz à effet de serre équivalent CO2 dans le bâtiment, c'est en 2019. C'est l'équivalent de 28% des émissions mondiales, donc c'est à l'échelle du monde. Hein. Et donc dans ces 28%, en fait, elles correspondent à, on parlait de l'ARE 2020, donc le dernier 5 à 7 qui a été organisé, ces 28% correspondent à la construction du bâtiment et à l'exploitation. Et à cela, en fait, il faut rajouter 10% en plus. C'est pour ça que sur le diagramme dessous, vous voyez indiqué 38%. Il y a 10% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dégagées par les industries qui fabriquent les matériaux de construction. Voilà. Donc, tout ce qui est pour fabriquer le métal, le ciment, le bois, le verre, etc. Il y a c'est 10% déjà des émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on va avoir donc 9%. Alors là, ils ont séparé le non résidentiel et résidentiel, mais je vous fais la somme. Hein. Donc 9%, c'est lors de la construction et de la mise en œuvre du bâtiment. Et 19% des émissions correspondent à l'exploitation du bâtiment. Donc en fait, la production la consommation d'électricité et de chaleur. Donc l'objectif, bien sûr, c'est pas de construire tout en paille et en bois, sinon ça ne serait pas possible. Mais voilà, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit en se demandant à chaque fois, quand on conçoit un bâtiment, à cet endroit et pour tel usage, quel matériau est le plus adapté. Donc aujourd'hui, on a les contraintes de caractéristiques mécaniques. Voilà, s'il faut une bonne résistance en flexion, etc., on va utiliser tel matériau, en compression, en traction. On a la disponibilité localement de ces matériaux, qu'est-ce qu'on a disponible autour. On a le prix, bien sûr, on va en parler, la durabilité du matériau. Et en fait, il y a un paramètre qu'il faut rajouter aujourd'hui, c'est quel est l'impact sur l'environnement de ce matériau. Et donc ça, aujourd'hui, c'est ce que permet la RE 2020 et notamment les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc, pour donner quelques avantages des matériaux biosourcés dans la construction, donc en effet, vous le savez certainement tous, mais
quand les matériaux biosourcés grandissent comme le bois, ils captent du CO2. Lorsqu'on le coupe et qu'on utilise ce matériau dans une construction et qu'il reste propre, durable, sans pourrir, il stocke ce carbone pendant toute la durée de sa vie. Ensuite, on va avoir aussi des matériaux renouvelables à court et moyen terme. Alors, moyen terme, je vais prendre l'exemple du chêne, par exemple, qui met entre 80 et 120 ans, disons, maximum pour être mature. Et on a la paille qui met 1 année, par exemple. Donc, ces matériaux consomment aussi peu d'énergie grise, que ce soit dans l'extraction, dans la transformation et la mise en œuvre. Ensuite, au niveau des isolants, on a des isolants qui présentent des déphasages très intéressants pour le confort d'été. On a des matériaux qui sont perspirants, qui permettent de réguler l'humidité à l'intérieur des bâtiments. Il y a de plus en plus d'études autour de la santé qui montrent que les matériaux biosourcés sont bons pour la santé, notamment au niveau des composés organiques volatiles. Ça participe au développement de l'économie locale. Et c'est un matériau qui se recycle et même se réutilise certaines fois. Et donc maintenant, passons à la question pourquoi vous êtes certainement ici ce soir. C'est que vous êtes plus ou moins convaincu qu'il faut utiliser des matériaux biosourcés, mais vous vous confrontez à pas mal de freins, des contraintes. Et donc ces contraintes, vous pouvez avoir des contraintes réglementaires, notamment les PLU ou la sécurité incendie. Il y a aussi les normes, il y a le côté architectural, esthétique. Par exemple, on aimerait intégrer du bois dans la construction, mais on n'a pas envie que ça fasse chalet, etc. Donc il y a des solutions. Ce n'est pas parce qu'on construit en bois qu'au final, on va avoir un chalet de montagne. Et le côté culturel, donc tout à l'heure, Cédric en a un petit peu parlé, des 3 petits cochons. Mais je crois que dans les présentations qui vont venir, ils vont aussi nous en parler. Voilà, donc par contre, par rapport à ça, donc on peut agir chacun de notre côté. Nous, par exemple, au pôle Excellence Bois, on a des outils. On va avoir un banc d'essai qui va permettre aux constructeurs de tester leur façade bois pour montrer aux assureurs, aux maîtres d'ouvrage, que c'est pas parce qu'il y a du bois dans la façade que c'est pas résistant au feu. Voilà. Et donc, ensuite, vous, donc maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, il y a principalement cet auditoire ce soir. Vous pouvez aussi agir pour encourager l'intégration de matériaux biosourcés dans vos ouvrages. Et c'est ce dont vont nous parler ce soir les 2 intervenants. Donc sur ce, je donne la parole à Laurent Louis. Donc Laurent Louis, architecte, agence Louis Perrineau à Chambéry. Donc on m'a demandé de présenter 2 opérations qui datent un peu, puisqu'en fait elles ont plus de 10 ans. Et donc on a un petit retour sur ces opérations. Et c'était à l'époque où finalement la RT 2012 n'existait pas encore. Par contre, elles sont certifiées BBC. Et donc le but de ces opérations, de la part des maîtres d'ouvrage que nous avons eus, était d'avoir une approche environnementale poussée, pas forcément réglementaire, mais poussée. Donc l'idée, c'était d'utiliser donc le maximum de bois, et sur la première opération, notamment du bois local, de façon à avoir une empreinte environnementale faible. Donc la première opération, il s'agit de 3 logements. Donc ces 3 logements sont dédiés, le maître d'ouvrage et habitat humanisme, mais la condition, donc ce sont des logements sociaux. Donc il y avait une personne qui mettait à disposition le terrain, l'assiette foncière de cette opération, sous réserve de faire une opération environnementale un peu démonstrative. Donc la condition, c'était d'utiliser du bois local et d'aller le plus loin possible dans l'empreinte environnementale. Donc, outre le fait que cette opération se situait dans un lotissement et qu'on a cherché le maximum de densité, entre guillemets, pour avoir économisé de l'espace, nous avons dû aussi réfléchir sur comment on pouvait réaliser des logements, et notamment 2 logements superposés en bois local et en répondant aux normes, et notamment aux normes acoustiques en vigueur. Vas-y. Donc on a utilisé un seul mur de refend en béton de façon à apporter l'inertie au bâtiment,
et de façon à avoir un traitement acoustique en vertical entre deux logements. Et puis après, donc en fait, on a mis ce qui se faisait un petit peu à l'époque, de la ouate de cellulose, de la fibre de bois sur l'extérieur. On a eu une étanchéité soignée. Enfin, ce sont des choses qui actuellement semblent normales, mais qui à l'époque étaient quand même un petit peu avant-gardistes. Donc pour resituer le projet, on va peut-être passer un petit peu. Ouais. Ouais, voilà. Donc en fait, il y a deux logements. Donc à gauche, vous avez un T2, à droite, un T3 duplex, et un seul mur, donc le mur central, qui est en béton. Voilà, ça c'est l'étage. Donc on voit le haut du duplex à droite, et à gauche, un deuxième T2 qui se superpose avec le T2 du dessous. Donc le problème là-dessus, c'est effectivement la question des planchers et de l'acoustique des planchers. Donc nous avons dû travailler avec un acousticien sur la composition des planchers eux-mêmes. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde nous disait vous n'allez pas y arriver parce que en fait, il faut une certaine masse pour le bruit aérien. Bon, il y a les bruits d'impact, mais les bruits d'impact, on arrive quand même à les traiter assez facilement. Et donc, en fait, voilà, c'était aussi surtout la question des bruits aériens. Et dans une solution comme ça, on aurait pu utiliser, par exemple, des panneaux KLH ou des choses comme ça, mais la volonté était quand même de rester sur une production locale et avoir des choses réalisables facilement par un artisan. Donc on voit le chantier, donc avec le mur en béton et les ossatures qui commencent à monter. Voilà, donc après c'est un chantier relativement classique de construction de bois. Donc avec évidemment un traitement d'étanchéité à l'air assez soigné, enfin toutes les précautions qui sont nécessaires au BBC. Voilà. Donc en fait sur cette opération, la conclusion c'est que bon, alors déjà on le voit sur ces images, il y a la question du vieillissement du bois par rapport à du bois qui n'est non protégé. Alors, cette question, autant pour du logement, je pense ça s'accepte, autant quand on fait des bâtiments publics, elle peut être source de conflits, entre guillemets, parce que, en fait, l'image du bâtiment à gauche, dans le temps, donc elle va évoluer, griser et mettre du temps à griser. C'est vrai que peut-être au bout de 15 ans, le bâtiment sera tout gris et aura une image pérenne. Voilà, autant la période intermédiaire est difficile à gérer en termes d'image et notamment sur des équipements publics. L'autre retour de cette expérience, c'est que nous avons fait des planchers bois, donc avec du bois local. On a fait faire les tests acoustiques en fin de chantier pour avoir la conformité entre logements. Tout était bon. Sauf que le bois travaille un peu et donc on a eu des problèmes de planimétrie des planchers au bout de 4-5 ans qui ont fait qu'il y a eu une expertise, mais l'expertise a conclu que c'était dans le taux de tolérance du bois et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Cependant, les locataires, puisque c'est du logement social, trouve ça un petit peu désagréable. Donc en fait, c'est vrai que je pense sur cette expérience de plancher bois entre logements, c'est un peu délicat à traiter, notamment par rapport au travail du bois. Et l'autre retour qu'on a eu, c'est que en fait, ces planchers étant sur des lambourdes, il y a eu une petite fuite au niveau d'un tuyau d'arrivée d'eau qui était très minime. Mais par le goutte à goutte, en suivant les fourreaux, a fini par altérer le bois. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne se rendait compte de la fuite, mais on a eu un pourrissement de certains éléments en bois. Donc c'est vrai que je pense que, alors en soi, l'opération est très bien,
Mais c'est vrai que l'utilisation du bois pour certaines parties peut être un petit peu problématique sur le long terme. La deuxième opération donc, que nous avons menée, c'était donc pour le pôle petite enfance à Chambéry-le-Haut. Donc c'était un concours, et sur ce concours, on avait la possibilité ou pas de raser le bâtiment que vous voyez. Et par contre, on devait quand même s'inscrire dans une, outre le fait d'obtenir le label BC, on devait s'inscrire dans une démarche environnementale forte. Donc le premier parti pris que nous avons eu, et je pense que c'est ce qui nous a fait gagner, c'était de conserver ce bâtiment qui est une ancienne ferme, en fait une ancienne habitation de ferme, et qui est un des derniers vestiges de ce qui se passait sur les Hauts-de-Chambéry et qui au fil du temps avait été rasé, puisqu'en fait il y a eu beaucoup de constructions nouvelles. Donc voilà. Donc le programme, c'était donc un bâtiment d'accueil, une structure multi-accueil et une crèche familiale. Alors là, donc on peut voir le plan masse où en fait l'idée architecturale, même si c'est pas ce qui nous intéresse le plus pour ce soir, c'était de mettre en figure de proue, donc ce que vous pouvez voir, le bâtiment existant, puisqu'en fait c'est la mémoire du passé, et de venir construire sur la partie arrière du bâtiment de façon beaucoup plus contemporaine, et jouer une espèce de contraste entre les deux parties, sur un bâtiment très épais, très compact, très économe en énergie. Donc, voilà. Donc là, en fait, c'est le principe d'organisation de cette construction, et avec l'idée d'utiliser les matériaux avec leur capacité d'inertie qu'ils peuvent avoir pour avoir un projet très compact et performant énergétiquement, que ce soit en confort d'hiver ou en confort d'été. Donc le bâtiment devant, qui était existant, on l'a vidé à l'intérieur, on a gardé toute sa structure, on a réutilisé les fonctionnalités souhaitées, on l'a isolé fortement par l'intérieur pour conserver l'architecture de cet édifice. Et donc sur la partie arrière, on a adossé le bâtiment, enfin les nouvelles fonctionnalités qu'on nous demandait sur un bâtiment très profond. Donc ce bâtiment, il est conçu avec un seul mur central qu'on voit en noir, qui est en béton, de façon à avoir une inertie forte que ne peut pas apporter forcément le bois. Voilà. Donc sur ce mur, on a adossé le long de ce mur une verrière sur laquelle on a mis des brise-soleil fixes qui ont été calculés de façon à laisser rentrer les rayons solaires l'hiver, et par contre à se protéger des rayons solaires l'été. De même sur la façade sud, qui est la façade avant, donc on voit les traits bleus, là un maximum de lumière a été apporté, pareil, en contrôlant les apports solaires qui pouvaient être faits par cette façade. Voilà. Donc là on voit le principe de composition du bâtiment, où finalement donc, on a ce mur central qui permet de capter les rayons solaires l'hiver. On a les panneaux photovoltaïques, bon ben ça c'est normal. On a une toiture végétalisée aussi sur la partie en bois orange qu'on voit sur la partie de droite, qui permet aussi de réguler le confort thermique d'été, d'hiver et d'été. Et voilà, donc sur le confort d'été, et ben, donc on a le principe d'utilisation de l'inertie du mur, avec une ventilation nocturne qui peut se faire du nord au sud, en fait, on ouvre simplement des fenêtres qui sont avec des grilles pour protéger des infractions ou des rentrées. L'air circule du nord au sud et en fait vient rafraîchir ce mur central l'été. Voilà. Donc, là, c'est juste pour vous montrer donc, le principe d'organisation du pôle petite enfance. Donc, avec sur la partie, je sais pas si on voit, ici, voilà.
Donc toutes les fonctionnalités, les espaces servants donc situés sur la partie arrière, et les espaces servis, donc qui sont les 2 crèches, situés sur la partie avant. Voilà. Et la réutilisation du volume du bâti existant comme bâtiment d'accueil. Voilà, ça c'est le détail. Donc ça c'est la coupe donc de principe un petit peu plus élaborée. Voilà. Donc la mise en œuvre où on voit effectivement le mur en béton, le seul élément en béton du projet. Voilà. Le principe de la verrière donc qui vient apporter, enfin réguler les apports solaires et faire marcher le principe d'inertie du bâtiment. Voilà. Faut que tu laisses des fois celle-là. Voilà. Donc voilà le résultat final où en fait on se situe dans le quartier des Hauts-de-Chambéry, qui est un quartier dominant de logements sociaux. Donc la volonté aussi, c'était d'avoir un bâtiment pérenne au niveau des façades. Donc en fait, on ne voit pas le bois. Le bois est complètement caché. Par contre, toute la réflexion est basée autour de cette construction en bois et de réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Voilà, quelques photos. Quelques photos donc avec. Ah, pardon. Ouais, Donc le retour d'expérience sur cette construction. Donc les sols aussi sont en caoutchouc, enfin pour des questions de. Alors il y avait la question de la qualité de l'air par exemple qui était soulevée et qui était quelque chose de très important. Donc le bâtiment offre de très bonne qualité de l'air. Par contre, tous les aménagements que vous voyez, tout le mobilier qui a été acheté, lui, nous a causé des soucis sur quelques mois pour la qualité de l'air. Voilà. Donc le retour d'expérience là-dessus, c'est que le bâtiment date un peu et que finalement, il n'y a pas eu de sinistre dû à la construction elle-même. Il y a eu un sinistre dont on nous a parlé, qui était dû juste au niveau de l'entretien des caniveaux qui sont sur le toit. Et donc, il y a eu des choses qui ont été bouchées et qui ont fait qu'il y a eu un petit sinistre là-dessus. Voilà. Donc, en fait, sur le bois, je pense que voilà, il faut l'utiliser à bon escient, que chaque matériau doit être utilisé à bon escient. Et dans ce qu'on peut, nous, à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, ça, c'est des projets qui datent, on va rechercher des solutions les plus simples possibles quant à leur mise en œuvre. On va rechercher aussi des matériaux biosourcés sur les isolants, les utiliser pareil dans des bonnes circonstances, c'est-à-dire que par exemple la ouate de cellulose ou certains matériaux biosourcés qui risquent d'être en contact du fait d'une malfaçon ou du fait d'un entretien d'ouvrage avec de l'eau, c'est souvent un petit peu délicat. Et là, donc, on a réalisé des bâtiments en paille de lavande. Donc, la paille de lavande, on a pu faire un bâtiment. C'était vers Apt. On a carrément utilisé presque toute la production qu'il y avait sur site. Et là, on essaye de trouver parce qu'il y a aussi une histoire comme on travaille pas mal avec des organismes publics, des histoires de coûts. Donc là, on est en train de pas mal développer des choses sur la paille de riz. Voilà. Donc voilà ce dont on m'a demandé de parler. Je ne sais pas si ça a répondu un petit peu au sujet. On verra, on prendra les questions à la fin des 2 présentations, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Merci Laurent. Sauf peut-être, oui. Cédric, s'il y a des questions sur les ouvrages présentés, peut-être. Ah oui, actuellement, ouais. Est-ce que tu en as? Là, non, pour l'instant, j'en ai pas. Moi, j'en avais une petite, par contre.
si je peux me permettre. Sur l'opération Buisson, vous avez dit que vous avez travaillé avec pas mal de produits locaux, de bois local. Quelle a été la démarche pour le sourcing, en fait, pour aller chercher justement ce bois local? Est-ce que vous êtes tombé sur un bon charpentier qui vient Oui. Alors, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire forcément donc, par rapport à un maître d'ouvrage public. C'est vrai que, par exemple, là, on a livré un bâtiment qui s'appelle le Coin du Bois sur la commune de la Chapelle du Mont-du-Chat, où en fait, on nous a demandé d'utiliser du bois qui venait de la forêt, quoi. Enfin, voilà. Donc, ce bois-là, on a eu du mal à l'utiliser en tant que matériau de structure, parce que en fait, il était scié par voilà. Et puis, donc, c'était par rapport aux certifications qu'on pouvait avoir. Donc, en structure pure. Et aux portées qui étaient. Donc, en fait, on avait ce problème-là. Ici, sur l'opération Buisson, on était sur des faibles portées. On était donc en consultation avec des charpentiers qui étaient très, très motivés pour réaliser cette opération qui était un petit peu expérimentale. D'ailleurs, le maître d'ouvrage Habitat Humanisme était étonné puisqu'il y avait 12 sources de financement, parce que voilà, c'était quelque chose de très expérimental. Mais par contre, on n'était pas en maîtrise d'ouvrage public. Et du coup, c'est vrai qu'on a pu travailler avec le charpentier qui est allé s'approvisionner. Il était de Chartreuse, donc lui, il a joué vraiment le jeu. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des contraintes, des freins justement tout au long de votre projet, notamment sur l'acoustique, hein, vous nous l'avez dit, mais sur peut-être la sécurité incendie, sur d'autres thématiques? La sécurité incendie, donc je pense qu'avec le bois, elle peut se traiter par la masse. Souvent, certains types de constructifs qu'on utilise, mais en fait, elle peut aussi se traiter par des plaques de placo, de choses comme ça. Enfin, donc, c'est pas forcément. Alors, peut-être que mon confrère nous dira quelque chose par rapport là-dessus, mais sur ce type d'opération, c'était pas forcément le frein. Après, sur l'histoire des bardages et tout, et la propagation du feu, par exemple, entre les lames de bois, c'est des choses qui se traitent assez, pas facilement, mais qui peuvent se traiter, quoi. D'accord. Non, c'était le gros du problème, c'était vraiment l'acoustique et ce souci de vouloir réaliser, avec un plancher de bois pratiquement traditionnel, quoi. Et d'ailleurs, en fait, le bureau de contrôle ne nous avait pas donné d'avis. La seule condition, c'était les tests finaux. Donc, chaque pièce a été testée in fine pour savoir si on répondait pas si on répondait bien à la norme. Donc, c'est vrai que je dois dire que c'est un maître d'ouvrage qui a suivi cette expérience, ce qui est rare, parce que, pousser un bâtiment et savoir in fine s'il est bon ou pas, c'est quand même un risque. Même si des tas d'études peuvent être faits en amont avec l'acousticien, avec des tas de gens, avec le bureau structure, avec tout ça, il y a quand même un risque de mise en œuvre qui fait que le résultat final peut être incertain. C'est sûr que si on avait pris des choses plus industrialisées, il n'y aurait pas eu ce genre de problème. Pas d'inquiétude potentielle. Alors du coup, il y a un complément de question sur l'acoustique. Donc en effet, c'est Monsieur Sylvestre qui dit qu'associé dans isolation acoustique et bois, qui est un matériau peu dense, donc pas évident pour les bruits aériens, quel autre matériau a été utilisé pour traiter? En fait, non. En fait, donc on a utilisé un isolant, effectivement. Et puis après, on a joué sur des plaques de plâtre, mais qui étaient suspendues sur des suspentes un petit peu anti-vibratiles, des choses comme ça, pour arriver, en les croisant, pour arriver à obtenir la performance acoustique. D'accord. Très bien. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions pour le moment, donc on va passer à la suite. La suite. Hop. Est-ce que je passe la main? Oui. Ah, très bien. Si tu peux me donner le contrôle. C'est fait. Super. Bonjour à tous. Donc, je suis Samuel Poutou, architecte associé de l'atelier WA.
On a créé l'agence il y a tout juste 10 ans, avec comme ambition de travailler sur des projets d'architecture post-carbone, on va dire. On était déjà un peu conscient de la situation de changement climatique et puis avec mes associés passionnés autour du matériau bois. J'essaye de faire passer le slide, ça va marcher. Il y a peut-être un petit temps de latence. Non, bah ça marche pas. Si tu veux bien me faire passer la diapo. Cédric? Ouais, merci. Donc, comme je disais, on était déjà bien conscient de la situation de changement climatique. Aujourd'hui, 10 ans après, on en est encore plus conscient puisque le dernier rapport du GIEC nous indique que le changement du climat est provoqué par l'activité humaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Jusqu'à maintenant, dans leur dernier rapport, ils disaient peut-être en partie. Aujourd'hui, c'est explicitement écrit. Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction de Thibaut, le monde de la construction est responsable à lui seul de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il est effectivement nécessaire de réfléchir à la manière dont on construit de manière différente par rapport à tout ce qu'on a pu faire ce siècle dernier. Et donc d'introduire des matériaux biosourcés dans la construction. Et en particulier le bois, puisqu'il va nous permettre assez aisément de réaliser des structures. Et on va avoir après des structures même importantes en termes de hauteur, de portée. On n'est pas vraiment limité si on sait l'associer à d'autres matériaux. C'est dans les structures qu'on va pouvoir stocker le plus de carbone, donc c'est évidemment là qu'il faut l'utiliser. Alors, construire en bois, on fait ça depuis 10 ans. Comme mon confrère le disait juste avant sur son opération de logement, il y a 10 ans, c'était à tâtons. On travaillait avec des acousticiens, on faisait des essais. Aujourd'hui, on a quand même un retour d'expérience et un certain nombre de solutions qui ont pu être testées, éprouvées et qui nous garantissent les performances vers lesquelles on veut aller. Donc l'agence, aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs. On intervient sur tout type de projet, logement, bureau, hôtel, équipement. On a livré quand même pas mal de mètres carrés depuis la création et on continue donc à développer notre activité. Donc pas uniquement en région parisienne, on travaille aussi en province. Notamment là, une première pour nous, le projet qu'on voit là en bas, qui est un projet de reconversion d'une ancienne halle ferroviaire à Tourcoing, où on a pu mettre en œuvre une stratégie de réemploi de briques d'un bâtiment existant, mixé à une structure bois. Donc ça aussi, c'est des sujets qui nous intéressent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et du thème de ce soir, construire en bois. Quels sont les freins et comment parvenir à l'élever. Donc, le premier, il est culturel. Cédric l'a évoqué avec les trois petits cochons, les incendies de Londres. Enfin voilà, on est héritier d'un siècle d'industrialisation. Et finalement, le bois n'a pas forcément pas forcément bonne presse. Ensuite, en parallèle de cette industrialisation, on a une industrie du béton qui, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, est surdéveloppée, on va dire, ultra performante, elle s'exporte partout dans le monde. Et à côté de ça, on a une filière bois qui est un peu à la traîne, qui met du temps à s'industrialiser. C'est en chemin, et enfin, là, on cite quelques acteurs, Monesef, Piftobois, qui ont lancé leur première chaîne de production de CLT. Une dizaine après nos voisins allemands et autrichiens. Ensuite, on a le contexte réglementaire.
effectivement, on a une réglementation qui est pas très adaptée à la construction en matériaux combustibles. J'y reviendrai après. Et puis enfin, on a le sujet économique. Le bois, et je développerai ça après, ayant aussi l'idée préreçue d'être plus cher que la construction traditionnelle et la construction en maçonnerie. Ce qu'on verra, c'est que c'est un peu vrai, mais comme je le disais sur le point de l'industrie, c'est aussi parce qu'on a une industrie du béton en face qui est ultra performante. Alors, pour dépasser l'écueil culturel, le premier truc, et Cédric a cité la même chose que moi, on a cette fameuse image des trois petits cochons avec la maison en briques qui résiste au loup et la maison en bois et la maison en paille qui font pas le poids. Or, si on regarde un peu derrière nous, on a des bâtiments qui aujourd'hui ont 1300 ans au Japon, euh, qui sont toujours debout et dans lesquels on a pu expertiser des poutres qui sont toujours mises en œuvre, qui ont été coupées il y a presque 1400 ans. Donc je pense pas que le bois soit un matériau moins pérenne que le béton ou la pierre, à partir du moment où il est entretenu comme tout bâtiment en fait, entretenu, protégé par des toitures. Et ensuite, d'un point de vue culturel, on a aussi cette image que, voilà, quand on investit dans la pierre. C'est cette phrase qu'on nous apprend quand on est petit, quand on est à l'école, et qui nous poursuit toute notre vie, et qui finalement oriente un peu notre inconscient vers le dur, le béton, la pierre. Voilà, et il faut être capable de dépasser ça. Ensuite, le deuxième écueil culturel, c'est la forêt. On pourrait penser que construire en bois, ça va nous conduire à la déforestation. Je pense qu'il ne faut pas du tout raisonner comme ça. La forêt, c'est une des seules cultures qu'on est obligé de regarder à long terme. Donc, elle s'inscrit dans le développement durable, quoi qu'il arrive. Voilà, on plante aujourd'hui des arbres. On disait qu'un exploitant forestier il plantait les arbres pour son petit-fils. Je pense que ça sera toujours vrai. Donc il ne faut pas tout construire en bois. Évidemment, on ne pourrait pas tout faire en bois. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que si on exploite la forêt, on replante les arbres. Et finalement, c'est dans les premières années de croissance que les arbres vont stocker le plus de CO2 et nous rendre le service dont on a tant besoin aujourd'hui. Le troisième point, c'est, et ça a été évoqué juste avant, le vieillissement des façades. On a l'image que construire en bois, c'est forcément avec des façades en bois qui vont mal vieillir, ou des architectures régionalistes qui s'apparenteraient au chalet que tout le monde connaît. Alors évidemment, il y a des manières d'utiliser le bois pour garantir son vieillissement. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est l'utiliser là où il est protégé. Donc ça, c'est un projet qu'on a livré en début d'année à Pantin, 77 logements, où le bois est mis en scène sur les sous-faces des balcons, là où il est protégé, et en fond de loggia, là où il n'est pas exposé aux intempéries et aux UV du soleil. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, la plus grosse partie du CO2 qu'on va pouvoir stocker dans une construction bois est dans les volumes de structure, puisque c'est la plus grosse quantité. Et dans un bâtiment, les plus gros volumes, en général, c'est en particulier les planchers. Donc tout le béton qu'on va pouvoir éviter de mettre en œuvre, c'est dans les structures qu'il faut le faire. Ensuite, on a d'autres astuces pour anticiper le vieillissement du bois. C'est d'utiliser des bois pré-grisés par saturateur qui vont finalement prendre l'aspect définitif de la façade. C'est-à-dire que la phase intermédiaire dont on parlait tout à l'heure, où le bois est à moitié vieux, à moitié gris, eh ben, elle est masquée par ce saturateur qui, au fur et à mesure du temps, va s'estomper et laisser place au gris naturel du bois définitif.
C'est pas réducteur non plus en termes de spatialité et d'architecture qu'on peut proposer. Donc là, dans cet exemple d'un campus d'enseignement, on a une poutre qu'on voit au premier plan, là, qui est une poutre mixte bois-métal qui franchit 24 mètres de portée pour laisser l'espace libre pour une salle polyvalente libre de tout encombrement de structure. Donc qui porte 24 mètres et qui reprend 2 planchers et une toiture. Ensuite, on a donc le contexte réglementaire. Il y a plusieurs choses. Le pas d'étage, avec une construction bois, on va être sur un pas d'étage un peu plus haut que sur une construction en béton, parce qu'on a des planchers avec une épaisseur plus importante pour traiter l'acoustique, le sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Donc du coup, quand on commence à empiler des étages, ben, on va avoir des constructions un peu plus hautes en comparaison d'une construction en béton. Et ça peut avoir comme conséquence un décalage au niveau des règles de hauteur par rapport à des PLU qui pénalisent la construction bois d'un étage de constructibilité, donc de rentabilité sous-entendu de rentabilité du terrain, qui vont ben, défavoriser le matériau bois. Enfin voilà, il est clair et net qu'un promoteur, il va pas s'orienter sur un projet bois s'il perd un étage dans son projet. Donc, le gouvernement a introduit dans la loi climat une nouveauté qui est parue en août 2021, qui permet aujourd'hui aux maires de déroger aux règles de hauteur, mais en raisonnant plutôt sur le nombre d'étages, pour pas pénaliser les constructions alternatives au béton. Ensuite, il y a l'incendie. Effectivement, on introduit des matériaux combustibles dans la construction. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. C'est pas si nouveau que ça, mais c'est nouveau par rapport aux pratiques du siècle dernier. Et toute la réglementation incendie, elle est rédigée et basée autour du matériau béton, qu'on appelle d'ailleurs la construction traditionnelle. Enfin, c'est assez marrant. Donc, finalement, le matériau bois, il se retrouve dans une situation où il s'inscrit dans une réglementation qui est écrite pour le béton. Donc, on se retrouve face à des incompatibilités, des manques de précision qui facilitent pas la tâche pour les concepteurs, ni même pour les bureaux de contrôle. Heureusement, donc il y a de plus en plus de travaux, de plus en plus de référentiels qui permettent de garantir l'assurabilité des projets aussi, parce que c'est ça l'enjeu. Notamment donc les travaux d'Adif Bois, qui travaillent là depuis 4 ans sur ces sujets, avec les notes de préconisation qu'ils ont fait. Donc ça, vous avez accès sur leur site, en fonction des typologies de bâtiments. C'est essentiellement pour les bâtiments à partir de la 3e famille, hein, donc les bâtiments de logement, les bâtiments de bureaux, et pour les bâtiments de moyenne hauteur. Ensuite, on a le guide bois construction et propagation du feu par les façades du Codifab, qui est très complet, qui permet de bien comprendre les systèmes qui peuvent être mis en œuvre sans avoir besoin de passer par de nouveaux essais, mais qui s'appuient sur des essais déjà réalisés. Donc cette loi de 1986, elle va être modifiée, rédigée pour s'inscrire en cohérence avec la RE 2020. Aujourd'hui, on n'a pas de date de sortie de cette nouvelle réglementation. Je pense que ça va prendre du temps. On parle en années, mais il faut savoir qu'elle va être complètement réécrite. Alors les contraintes réglementaires. Nous, on aime bien à l'agence s'en servir pour fabriquer l'architecture. On a cette notion du C+D, donc la propagation du feu par les façades, avec la mise à distance des fenêtres d'un étage à l'autre. Et c'est vrai que c'est des choses que du coup on utilise et qu'on réinterprète pour fabriquer l'architecture des bâtiments. Et ce bâtiment, c'est celui que je montrais tout à l'heure à Pantin, de l'autre côté, avec ces gros bandeaux qui viennent habiller des poutres en lamellé collé
qui sortent en porte-à-faux dans les angles pour tenir les balcons et qui forment de larges bandeaux qui font office de déflecteurs pour l'incendie. Alors ensuite, l'économie. Ça va intéresser, je pense, tout le monde. Le bois, c'est plus cher, mais pas tant que ça. On s'est amusé à comparer un peu les éléments un par un qui constituent la construction, donc les murs et les planchers principalement, ce qui va peser le plus gros du lot structure. Donc un mur ossature bois, ben, finalement, c'est moins cher qu'un mur en béton armé, qui lui est moins cher qu'un mur en bois CLT. Ensuite, sur les planchers, ben, un plancher en solivage posi, qui est vraiment le basique de la construction bois, enfin le plus cheap, je dirais, de la construction bois, comparé à un plancher en béton armé, c'est moins cher, qui lui-même est moins cher qu'un plancher CLT. Mais on est dans une fourchette de prix qui sont pas des écarts délirants. Par contre, un bâtiment en structure bois, c'est plus cher parce qu'il y a tout ce qu'on va devoir rajouter autour de cette structure, dont aujourd'hui on n'a pas forcément besoin en béton. On a la chape acoustique qui va nous permettre de gérer l'acoustique entre niveaux, 25 € du mètre carré. On a le faux plafond acoustique, maintenant en troisième famille, qui devient également un encapsulage de protection des structures bois. On a toutes les suggestions liées à la façade, aux déflecteurs pour les menuiseries. Le revêtement de façade, puisqu'on va être en isolation par l'extérieur, dans le cas d'un mur ossature bois à l'intérieur de l'ossature et dans le cas d'un CLT à l'extérieur. Et enfin, on a plus 5 € du mètre carré pour tout ce qui va être recoupement des lames d'air. Et ensuite, notre lot gros œuvre béton, puisque finalement, dans un bâtiment de logement collectif, on va quand même construire les noyaux en béton, les infras. Notre lot gros œuvre béton qui se réduit à peau de chagrin, et ben on va l'acheter 10% plus cher que d'habitude parce que ça n'intéresse pas le maçon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de béton à couler. Donc à la fin, on peut faire un résumé d'un écart de 7% entre une construction de bois et une construction béton à performance thermique équivalente. Je précise bien à performance thermique équivalente, et un écart de 15 à 20% par rapport à un béton avec une isolation par l'intérieur et un enduit pas cher. Alors, quelques exemples des cas concrets et comment est-ce qu'on arrive à rendre possible les opérations bois. Alors, les opérations, je vais montrer les prix, c'est des prix parisiens, hein, donc il ne faut pas prendre peur et partir. Cette opération de Pantin, on arrive à la sortir à l'échelle de l'opération. On a deux bâtiments, un petit avec une forme de triangle, c'est la forme de la parcelle, donc avec une compacité qui est très mauvaise, qui sort à 2230 € du mètre carré chab, et un bâtiment avec un volume plus important, une compacité plus importante, qui monte plus haut, enfin voilà, largement, qui monte jusqu'à R+5, donc au-dessus du seuil de la troisième famille, bien au-dessus, qui sort à 1890 €. Donc la moyenne des deux, ça nous fait, y compris l'infra et les VRD, une opération qui sort à 1960 € du mètre carré et qui trouve tout à fait son équilibre économique là où il se situe. Ensuite, on rend souvent possible les opérations par la mixité. D'un premier côté, en associant les systèmes constructifs bois. Il y a trois grands systèmes constructifs bois, le poteau-poutre, pour sa faible emprise et ses grandes portées, le mur ossature bois, parce qu'il est léger, performant, d'un point de vue thermique et économique également, ce qu'on voyait dans le slide juste avant. Et enfin, le CLT, à utiliser avec parcimonie, parce qu'il utilise beaucoup de matière, mais il est capable de reprendre des charges importantes en mur. Également en contreventement, il peut être très intéressant, et en plancher parce qu'il permet des grandes portées sans retomber. Donc un exemple d'un bâtiment qu'on a livré il y a 4-5 ans, une opération de logement étudiant à Villejuif,
Euh, on est sur une structure mixte, poteau-poutre mixte acier-métal, plancher CLT qui sont assez minces, puisque finalement, le logement étudiant, c'est très tramé, c'est des portées assez courtes. Et en fait, pourquoi on a utilisé l'acier? On est sur un bâtiment R+6, donc on a quand même des charges importantes à descendre. L'idée, c'était de réduire au maximum l'emprise des structures pour pas encombrer l'aménagement intérieur. Donc les poteaux acier tout minces, ils viennent s'intégrer dans les séparatifs de logement à SAD, donc entre les plaques de plâtre. Et à la fin, ils n'impactent pas du tout l'aménagement intérieur de l'appartement. Ensuite, on raisonne aussi par l'association des matériaux entre eux, le bois et le béton. Donc on a vu que souvent les noyaux sont réalisés en béton. Le bois et l'acier, hein, enfin voilà, l'acier, on ne va pas se priver de l'utiliser ponctuellement quand il y a une grande portée à reprendre, quand il y a un transfert de charge à faire d'un étage à l'autre. Et aussi avec d'autres matériaux biosourcés, donc le béton de chanvre, la paille, la terre crue et la pierre. Là, on est sur un chantier on a un chantier qui vient de démarrer là pour une médiathèque où on est en pierre porteuse et charbon de bois. Donc on revient à des trucs finalement assez traditionnels. Ensuite, sur des projets de plus grande ampleur, on raisonne sur encore plus de mixité. Donc là, c'est un projet à Lyon-Confluence que malheureusement on a perdu, avec une réelle hybridation des systèmes, là pour le coup. On est sur une exostructure en béton qui va assurer le contreventement du bâtiment, gérer les problèmes de propagation du feu par les façades qu'on a évoqués tout à l'heure, fabriquer les espaces extérieurs et puis surtout fabriquer l'architecture. Et dans cette exostructure, on a une structure bois assez simple qui s'installe et qui est protégée par le béton. Donc là, il fallait imaginer quelque chose où béton et bois peuvent se monter en même temps. Donc on avait imaginé une structure béton entièrement préfa. Enfin voilà, on était allé assez loin dans la mise au point de ce projet. Ensuite, le bois possible par la simplicité. On s'est amusé à faire un petit exercice. Donc ça, c'est un projet qu'on vient de livrer aussi. C'est un bâtiment R+9. Donc on est en troisième famille. On est juste au plafond de la troisième famille en logement collectif. On est en poteau-poutre lamellé collé et CLT face à des planchers. On est à un coût de 1 971 € du mètre carré. Et l'exercice qu'on s'est amusé à faire en fait sur ce projet, on a un terrain avec une fiche de l'eau qui nous impose un nombre d'épanelages pas possible. Tous les 5 mètres, il faut que le bâtiment gigote. On est sur un parking, on nous impose 12 mètres d'épaisseur maximum, alors que le parking fait 15 mètres. Donc on a plein de choses comme ça qui sont incohérentes en termes de simplicité constructive et qui ont fabriqué, alors on voit à gauche le plan de ce qu'on a réalisé, conforme à la fiche de l'eau et aux attentes de l'urbaniste, et qui fabrique des logements qui ne sont pas toujours super qualitatifs, in fine. Donc on a fait l'exercice de faire abstraction de la fiche de l'eau et de redessiner entièrement ce bâtiment conforme au PLU, et pour voir ce que ça allait donner en termes de qualité d'usage, qualité spatiale, et qu'est-ce qu'on arriverait à sortir en termes de coût derrière. Donc avec une volumétrie certes un peu moins alambiquée, mais quand même travaillée, enfin voilà, qui s'inscrit dans une logique urbaine quand même. Et le résultat a été pour nous assez intéressant. Donc à gauche, on a le bâtiment projeté qui atteint son équilibre économique en réduisant au maximum les surfaces extérieures pour chaque logement pour compenser la complexité de sa volumétrie, des failles qu'il génère, du parking qui dépasse du volume de la construction. Et à droite, alors un bâtiment certes peut-être un peu plus abrupt, mais qui coûte moins 13% en termes de budget, qui propose 350 mètres carrés de balcons supplémentaires, qui propose, on peut revenir sur le plan, des logements plus qualitatifs parce que ici on a des faux double orientés. Là, ici sur le plan, on a des traversants
des vrais double orientés et seulement 2 mono-orientés T2, et des logements plus grands. Donc finalement, on se pose la question de dire comment est-ce qu'on peut intervenir vraiment le plus en amont, tous ensemble, hein, tous les acteurs de la construction, que ce soit les collectivités, les urbanistes, les promoteurs, les bailleurs, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, et nous les architectes, pour effectivement se donner l'objectif de faire coïncider les ambitions urbaines et architecturales, la qualité d'usage, les prestations qu'on va pouvoir mettre en œuvre, avec toutes les spécificités liées à la construction bois et biosourcée. Donc en gros, enfin voilà, c'est ça aujourd'hui qu'on constate, qu'il faut souvent adapter les fiches de l'eau parce qu'on a encore des fiches de l'eau, et c'est l'exemple que je donnais de ZAC qui effectivement s'étalent dans le temps avec des opérations avec des milliers de logements, donc forcément ça prend du temps. Et aujourd'hui, on construit avec des techniques nouvelles sur des plans d'urbanistes qui sont dépassés. Ensuite, juste une petite info aussi, je me le suis marqué dans le slide là pour pas l'oublier. Entre la deuxième famille et la troisième famille, il y a un vrai gap en termes de sécurité incendie, hein. Il faut absolument éviter de construire des bâtiments R+4 qui vont pénaliser tous les bilans, parce qu'on va se prendre toutes les règles et les contraintes de la troisième famille pour un étage. Donc il faut construire en R+3, rester en deuxième famille, ou alors prendre les étages qui sont disponibles, R+5, R+6, jusqu'à R+9 de la troisième famille. Le gap, juste pour compenser hein, le réglementaire, ça va être une centaine d'euros du mètre carré directement impacté sur le coût de construction. Sans aucun avantage ni d'usage, ni d'architecture, juste du règlement. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, assumer la mixité des systèmes constructifs. Et tout ça, il faut le faire sans perdre de vue que les enjeux urbains et sociaux, ils doivent prévaloir sur toutes les contraintes qu'on a à résoudre. Donc ça, c'est pas simple. Il n'est pas question de faire de concessions sur la qualité de ce qu'on doit construire. La conception des bâtiments bois, elle doit prendre en compte le matériau le plus tôt possible, c'est ce que je disais. Et enfin, c'est plus personnel, mais je pense que dans notre pratique à nous, à l'agence, on s'est servi du bois comme une véritable opportunité de se réapproprier la dimension technique de notre métier, qui a été un peu oubliée à mon sens avec le béton. Voilà. Et en conclusion, si vous posez la question du bois au moment de l'APS, c'est que c'est déjà trop tard. Voilà, je vous remercie. Merci Samuel. Merci bien. Alors, on va passer à la partie questions, questions et témoignages. Donc, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, noter votre question dans la partie conversation. Et puis, vous avez une partie réaction où vous pouvez lever la main. Et si je vois que vous levez la main, je pourrai vous activer le micro. Alors, il y avait déjà une première question. Que pensez-vous des produits préfabriqués tels que les produits donc Techniwood et les Blockywood? Alors, Techniwood, c'est le... J'ai plus le nom du système constructif. Mais c'était quand tu parlais des systèmes constructifs innovants en façade. Est-ce que Techniwood, ouais, je connais. Blockywood, je connais pas. Mais Techniwood, déjà, c'est un produit qui a un avis technique en 4e famille, donc c'est le seul à ma connaissance. Après, c'est cher, quoi. Voilà. Mais c'est pas un produit qui est inintelligent du tout, quoi. J'ai pas plus d'avis dessus parce que j'ai jamais pu le mettre en œuvre pour les questions de prix. Oui, je crois que c'est très intéressant dès qu'on monte au-dessus de la 3e famille. Voilà, ils ont en effet des avis techniques qui permettent de monter assez haut. Alors, je vois pas plus de réactions. Il y a une question, pourra-t-on disposer du diaporama? Oui. Les chiffres. Je pense que ce qui est important de dire, et ce qu'a souligné mon confrère, c'est que
En fait, pour l'utilisation du bois vraiment de façon performante, il faut vraiment mixer les systèmes constructifs. Autrement, on va sur des choses qui sont beaucoup trop chères. En plus, actuellement, on connaît une flambée du bois. Nous, sur les derniers appels d'offres, c'est vrai qu'on atteint des prix qui sont de l'ordre de 20 à 30% plus chers sur de la charpente traditionnelle, par exemple. Donc, la mixité des structures et utiliser l'acier, par exemple pour les poteaux, comme ça peut être fait, ou comme nous on l'avait fait pour le petite enfance, qui permet de réduire des sections, d'avoir moins de matière ou des choses comme ça, c'est hyper primordial dans l'économie du projet. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça engendre beaucoup plus de compétences techniques, de travailler en symbiose avec les ingénieurs, qu'on n'est pas que des ingénieurs béton, évidemment, il faut choisir sa bonne équipe. Et voilà, ça va dans le bon sens. Après, il y a toujours la question, dans le bilan carbone, on va dire, de la provenance des bois. Et donc, je sais que c'est souvent ce qu'on nous demande. À notre échelle locale, on voit qu'on a quand même pas mal de difficultés à utiliser du bois local, notamment en structure. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faut que le bois local se développe, en sachant qu'on est quand même dans un environnement de montagne et de vallée, et que l'utilisation de la forêt est, je pense, un peu difficile en termes de coût d'extraction du bois et de replantation, des choses comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Thibaut. Ah, ouais, Oui, alors en effet, on est sur 2 départements qui sont assez montagneux, et donc 80% des forêts sont caractérisées comme difficiles d'accès. Cependant, on a quand même plus de 250 000 m3 de sillage produits sur les 2 Savoies par an. Donc c'est pas les départements qui produisent le plus, mais c'est pas ceux qui produisent le moins non plus. Et sur ces 250 000 m3, en plus, on a la chance d'avoir à 95%, je crois, c'est du sapin épicéa. Donc, c'est des essences qui sont très bien utilisables en structure des bâtiments et qui sont, pour la plupart, c'est vrai, utilisées pour la qualité de bois de structure pour construire des chalets et de la maison ossature bois. Pourquoi? Parce que on a seulement du bois massif. Il n'y a pas de... On n'a pas d'acteurs qui collent le bois local, ou alors très peu. Vraiment, c'est sur demande. Donc, c'est vrai que c'est ce qui manquerait un petit peu pour pouvoir un peu consommer de façon plus importante du bois local. Donc, il y a une filière, certes, c'est pas peut-être la mieux organisée et pas la plus simple, dans le sens où, en effet, que ce soit l'accès difficile aux forêts et le foncier aussi, peut-être plus en Haute-Savoie qu'en Savoie, mais le foncier qui est aussi très onéreux. Voilà. Mais même avec ces contraintes-là, on arrive quand même à produire et à vendre du bois. Et je rajouterais même que du coup, l'explosion des prix dernièrement a fait du bien, et pas que en Savoie de Savoie, à tous les scieurs français les charpentiers qui consommaient, qui importaient du bois en Autriche, en Allemagne et dans les pays scandinaves, se sont réorientés vers les scieurs français. Et voilà, et du coup, les scieurs français arrivent à mieux vendre leur bois. Enfin, moi, j'évoquais dans ma présentation l'organisation de la filière, hein. Donc, c'est en marche. Et effectivement, souvent, on a cette problématique de ressources locales qui est présente. Et la deuxième transformation, la première transformation, la scierie, elle est à côté de la ressource, il n'y a pas de sujet. Mais la deuxième transformation, elle se disperse. Voire des fois, elle part à l'étranger et puis on la rachète transformée. Donc, il y a un peu une aberration là-dessus à l'échelle du pays et de l'Europe, parce que je pense qu'il faut raisonner local et je vais le faire avec les mains, local et local, quoi. Il y a deux échelles, hein. Quelques centaines de kilomètres. Enfin, pour moi, ça reste local, quoi. En effet. Donc, il y a des questions. Une question de Monsieur Demorog. Y a-t-il un intérêt à associer dès la conception les acteurs de la fabrication? Donc, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, d'associer le charpentier, le menuisier, etc.
pour faciliter l'usage du bois dans la construction et des matériaux biosourcés? Bah, ça peut, après, ça dépend des projets. Il y a des charpentiers qui ont leur process, leurs produits. Donc, si on part avec eux, on va quelque part s'enfermer dans cette solution constructive qui est liée à leur outil, hein, souvent. J'ai envie de dire que ça dépend vraiment des projets. Nous, là, on réalise le siège social de l'ONF, on est en conception-réalisation, et effectivement, dans le groupement, il y a Matisse, parce que c'est monté comme ça, etc. Enfin, on est ravis d'avoir pu faire ce projet avec eux, parce qu'ils ont le bureau d'études qui va bien pour un projet d'une telle envergure et avec les ambitions qu'ils portent. Je suis pas sûr que je m'embarquerais sur quelque chose comme ça si je suis avec un promoteur sur un petit immeuble collectif parce que je veux pas m'enfermer avec une entreprise, je veux pouvoir pousser mon idée de la structure que je vais proposer et qui, à mon sens, sera la plus en adéquation, comme je disais, avec ce qu'on attend en termes d'usage, d'espace, d'économie et de bon sens. Et pas forcément m'enfermer tout de suite dans un process. Mais enfin voilà, ma réponse est oui et non. Le problème, c'est que, en fait, si on s'enferme tout de suite avec une entreprise, effectivement, elle va apporter la solution qu'elle connaît et la plus courante. La meilleure démarche, c'est quand même enfin, sur une structure, par exemple, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette structure, la portée, tout ça, et peut-être de travailler donc avec des bureaux d'études pour optimiser le bois, optimiser la matière, optimiser les portées, enfin ce genre de choses, quoi. Et c'est vrai que, alors ça dépend vraiment du projet, mais si on s'enferme dans une technique, comme dit mon confrère, on va la subir, enfin quelque part, et ça sera pas forcément la plus économique ou la plus adaptée à la question qui nous est demandée, quoi, au projet, quoi. D'accord, donc sans aller jusqu'au charpentier, au menuisier, simplement, enfin simplement c'est déjà pas mal, mais intégrer un bureau d'études, structure bois et disons spécialisé dans les différents matériaux qu'on veut utiliser, c'est déjà bien. Bah, ouais, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Bah, c'est pas toujours le cas justement. C'est qu'on se dit qu'il y a des projets en avant-projet qui se montent avec un bureau d'études qui se dit général, mais qui est plus béton et qui n'a pas Alors, franchement de compétences bois, et ils montent un projet avec du bois à l'intérieur. Non? Oui, mais alors je ne sais pas si la question émanait d'un particulier ou pas, parce que ce qu'on voit, alors enfin, nous on fait très peu de maisons individuelles, mais je fais de la consultance, et ce qu'on voit souvent, c'est que les gens partent avec un charpentier. Le charpentier n'a pas forcément la notion d'optimisation de la structure, et on se retrouve, enfin la construction se retrouve avec des choses qui ne sont pas optimisées au niveau des sections. Enfin, si c'est de la construction individuelle, partie comme ça, avec un charpentier, un maître d'œuvre, enfin voilà. Donc, ça dépend du type de projet aussi. Peut-être la question émanait de quelqu'un qui voulait faire une maison. D'accord. Il y a une autre question sur la mise en œuvre des matériaux biosourcés comme la paille, la terre en structure. Et au niveau aussi du second œuvre, est-ce que vous arrivez à trouver des artisans, des compétences, à la fois des artisans et la matière aussi? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec ce type de matériaux? Alors, Nous, on a demandé d'étudier des projets donc, en paille, notamment sur des bâtiments publics. Et en fait, on n'est pas bien allé plus loin parce qu'on s'est trouvé confronté donc, avec un problème de coût, et notamment le coût par rapport à l'ossature qu'on devait faire pour mettre en œuvre la paille. Voilà. D'accord, donc un frein au niveau du coût. Un frein financier. D'accord. et moi, j'ai pas eu l'occasion de. Mais enfin, la terre, ça m'intéresse. C'est des choses qu'on va pousser dans les années à venir, quoi. Et pour compléter le propos, sur une opération qui se situait dans le nord du département, il y a un des concurrents qui a proposé
un équipement public en paille, et les élus, ils ont bloqué complètement. Donc, ça n'a pas marché du tout. Enfin, en tout cas, il n'a pas été pris. Ouais, on a encore du mal à accepter. Alors là, oui. Les petits cochons ont raisonné dans leur tête, quoi. C'est ça, la première chose qui, moi, m'a été dit, mais si c'est en paille, ça va tomber. Ouais. Logique. Non, mais la paille, elle est faite avec une ossature aussi. Donc, on est bien d'accord. Structurel. On est bien d'accord. Mais t'as beau leur dire ça. C'est compliqué. Et alors après, au niveau de la disponibilité, en effet, on disait que le lieu où on va construire le bâtiment est un facteur important sur les matériaux qu'on va utiliser si on veut utiliser des matériaux locaux. Si on est dans une région où il n'y a pas de paille aux alentours, il ne faut pas se borner à se dire je veux faire un truc en paille et en... Sauf si le matériau il est nécessaire pour parvenir aux fins. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'évoque la question de l'origine du bois dans la construction, les premières traces qu'on a, c'est que quelque part, s'ils voulaient faire un linteau, s'ils voulaient faire un plancher, ils avaient obligation de prendre du bois. Et donc, ils montaient la filière pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, le matériau qui est indispensable à la construction, on va le chercher finalement. On monte la filière. C'est-à-dire qu'on va construire, ils faisaient leur bâtiment en terre, en terre cuite, enfin en terre crue d'abord, après en terre cuite, mais tout ce qui était plancher et linteau, ils importaient du bois. Et ça rejoint un petit peu ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire qu'à un moment, ce dont on dispose sur place, on l'exploite dans la mesure de ses compétences. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si à un moment, tu as besoin d'un élément en métal pour des raisons X ou Y de structure, il ne faut pas hésiter à aller le chercher. Mmh. Alors, prochaine question. Donc, quel biais réglementaire pour utiliser du bois local en commande publique lorsque la commune n'est pas forestière? Alors, je veux bien répondre, à moins que vous ayez une réponse. Non? Non, vas-y. Il y a des marques de certification qui existent, comme Bois des Alpes, qui ont un guide juridique et qui ont été montées de manière à ce que, dans la commande publique, avec un certain nombre de phrases bien définies, on puisse fortement encourager l'utilisation de bois local, voilà, voire obligé. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le site de Bois des Alpes. Hein. Vous avez tous les contacts si vous voulez, voilà, si vous voulez avoir un contact direct au téléphone, ce sera avec Damien Lozac. Et vous avez aussi en ligne certainement le guide juridique qui vous permet en effet dans le CCTP de mettre ces différentes phrases qui obligent. Alors, du bois local, c'est du bois des Alpes. Hein. Je pense avoir répondu à la question. Pour le Massif central, il y a le même, c'est Bois du territoire Massif central. Et à l'échelle de la France, il y a Bois de France qui est sorti maintenant il y a 2 ans et qui est en train de monter. Je ne sais pas si c'est totalement au point pour l'instant, mais qui est en train de monter le même système avec un facteur en plus, c'est-à-dire que dans leur guide juridique, ils ont mis en avant aussi l'aspect impact environnemental. Voilà. Et comme Bois de France a fait ses propres fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ils peuvent derrière justifier de l'impact environnemental des bois qui seront certifiés Bois de France. Voilà pour cette question. Que pensez-vous de l'utilisation du CLT pour gonfler la masse de bois dans le bâtiment, à l'inverse d'une utilisation plus parcimonieuse de la matière en ossature bois, par exemple? Moi, je pense avoir dit ce que j'en pensais dans ma présentation. Parce que gonfler la masse de bois, alors ça a plusieurs... Enfin, on veut pouvoir gonfler la masse de bois pour que le bâtiment ait plus de masse. On peut vouloir le faire aussi vis-à-vis de la RE 2020 qui est applicable depuis le 1er janvier 2022, ou parce qu'on veut avoir un impact carbone meilleur, on gonfle la masse de bois, puisque l'impact carbone du bois, grâce à l'analyse de cycle de vie dynamique, rend le bois négatif. Donc c'est un petit peu vicieux. Je ne sais pas trop du coup dans quel sens la question va.
Mais bon, globalement, l'idée, c'est pas de surconsommer, hein. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Sauf à vouloir un effet d'affichage. On a eu ça sur un équipement public à Saint-Baldoff, où clairement était affiché la quantité de bois consommé. Enfin, si tu veux, c'était... voilà. C'est pour passer les labels aussi. Voilà, le plus et moins, comme tu disais, hein, Thibaut, ça a vu que ça pèse négativement dans la CV, avec la RE2020, avec la CV dynamique, ça va être encore plus marqué, quoi. Oui, il y a des chances, oui, aussi. Alors, nouvelle question. Que pensez-vous de l'utilisation du bois composite pour les bardages? Avez-vous un avis? C'est quoi? C'est du bois plein de colle. C'est du bardage en composite, c'est une mixité entre du bois déchiqueté et de la résine, du plastique. Moi, je mets pas, quoi. Ouais. Il vaut mieux utiliser du bois et le protéger éventuellement. Enfin, voilà, faire une conception de bâtiment qui, si on a peur du vieillissement, donc utiliser ça parce qu'en fait, c'est quand même plein de colle. Enfin, donc, Là, moi, j'ai un maître d'ouvrage qui m'a appelé, qui m'a proposé de mettre des fausses lames de bois en ciment. En ciment? bien. Ah, bien. J'ai raccroché. Après, donc, Samuel nous a présenté la solution pré-grisée. Donc, ça reste du bois. Bon, par contre, c'est la solution, la couleur est grise, quoi. Mais ça permet en effet d'avoir un vieillissement un peu plus homogène. Voilà. Après, si vous voulez des exemples, etc., sur le site du Forum Bois Construction, il y avait une conférence l'année dernière sur le sujet. Et il y a tout un document avec des bâtiments qui sont photographiés avant, après, et qui vous montrent, en fonction des solutions choisies, ce que ça donne 10 ans après, quoi. C'est assez intéressant. C'est vrai qu'on a aussi on a un glissement que vous avez évoqué tous les deux tout à l'heure par rapport au chalet d'Heidi à la montagne. Et finalement, les gens qui vont dans les milieux ruraux, je pense aux Bauges par exemple, parce que c'est l'archétype de ça. Quand les gens ils passent à la compote, ils adorent ces bâtiments qui sont gris. Sauf que jusqu'à la moitié du 20e, quand il y avait une grangette qui avait une planche qui était pourrie, on arrachait la planche, on en mettait une neuve, et ben ça posait question à partir de ces 20-30 dernières années, c'est-à-dire que finalement, les gens qui passent supportaient pas que les gars remettent une planche neuve parce que finalement ça dissonnait. Et pourtant, en l'espace de 3-4 ans, la planche, on ne voit plus la différence quasiment parce que c'est des planches qui ne sont pas protégées, etc. Et on a un vrai souci avec ça, c'est-à-dire que on n'habite pas dans un bâtiment agricole. C'est le glissement qu'il y a eu à la fin du 19e. Et donc, forcément, si on habite dans du bois, il faut qu'il soit jaune. Ça, jaune. Ouais, voilà. Ouais, enfin, pas vieux, quoi. Enfin, voilà. Donc, on le bloque. Alors que techniquement, ça serait moins cher de le laisser vieillir tranquillement et de changer une planche de temps en temps. D'où le béton. On t'entend pas. On t'entend plus? Ouais. Pardon. Samuel, oui, une question sur le calcul de coût comparé entre béton et bois que tu nous as présenté. Est-ce qu'il est compris le coût associé au délai de réalisation, s'il y en a un? Je ne comprends pas bien la question, mais oui, il est compris, quoi. Puisque, Ouais. voilà, c'est le coût auquel sort le bâtiment à la fin. Donc, effectivement, le chantier, s'il a duré 12 mois au lieu de 18, c'est quand même le coût in fine. Par contre, pour un promoteur, derrière, ce délai, c'est des frais financiers en moins, etc. Enfin, ça peut changer la donne pour un maître d'ouvrage. C'est ça. Mais sur le coût de construction, oui, dans les coûts que j'ai montrés, ça en fait partie. Ouais. Et puis, je ne sais pas si c'est significatif, mais il y a... Ah non, remarque, non, il les vend, pardon. J'allais dire, il y a 6 mois de loyer en plus, mais non. Ouais, il les vend peut-être 6 mois plus tôt, quoi. C'est les frais financiers, quoi. Ils ne portent pas l'argent. Ce qu'il faut dire quand même par rapport au bois et par
rapport aux maîtres d'ouvrage qui peuvent nous entendre, c'est que par rapport au béton où on coule et puis finalement tout est noyé dedans, tout est uniforme et tout, c'est que l'utilisation du bois demande énormément de détails. Enfin, donc on a vu par la mixité des structures, par des problèmes d'étanchéité, par des choses voilà, très techniques, et que ça demande aussi dans la mise en œuvre énormément de surveillance par rapport à la bonne exécution de ces détails. Et ça, pour une équipe de maîtrise d'œuvre, je ne sais pas ce que pense mon confrère, ça a quand même une incidence, quoi. Enfin, voilà, par rapport à un béton où on va mettre des ferrailles, l'ingénieur structure met les ferrailles, on coule, tout est nickel. Là, il y a quand même pas mal de choses à surveiller. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, voilà, hein, l'idée, c'est que vous avez des projets en bois ou en matériaux biosourcés. Si vous avez des freins, lesquels sont-ils? Voilà. Si vous en avez, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous n'en avez pas. Donc, c'est plutôt bon. Ah. Quels sont les... Monsieur Caramel, quelles sont les méthodes, principes constructifs à utiliser pour mettre en œuvre des isolants biosourcés, comme la laine de bois par exemple, dans le cas de bâtiments collectifs d'habitation? Je dirais que c'est comme un isolant. Ouais, c'est pas comme une laine de roche. Enfin, c'est pas comme un isolant incombustible. C'est pas tout à fait pareil. Enfin, sur un bâtiment d'habitation collectif, puisque c'est ça la question. Sur un bâtiment en troisième famille, dès qu'on va passer au-dessus de la deuxième famille, comme je disais tout à l'heure, bah, il va falloir le protéger, l'encapsuler en fait, l'encapsuler au feu, quoi, pour garantir que, en cas d'incendie, il participe pas à la masse combustible, à la propagation de l'incendie, tout simplement. Enfin, aujourd'hui, c'est ce qui est préconisé par le guide de la DIFBA. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais... Et donc là, il existe déjà j'imagine, des fabricants qui ont déposé soit des avis techniques ou alors des systèmes constructifs qui répondent à cette... Dans le guide de préconisation, là, vous avez des dispositifs avec plaques de plâtre, un BA13, un BA18, et ça fait office d'encapsulage. Donc, il suggère déjà des solutions avec des comparatifs en fonction de la durée qu'on cherche à atteindre. Une demi-heure, 1 heure, 1h30, suivant la catégorie des bâtiments. D'accord. Ça, c'est déjà un peu classifié. Les fabricants de placo, ils ont sorti, je crois, un avis technique pour ce qui est plafond. Et après, en mur, il faut se baser là-dessus, quoi. Donc, allez voir là. Aujourd'hui, tout ça, c'est pas écrit dans la réglementation, hein. Ça va être inscrit, mais aujourd'hui, si vous lisez la réglementation, vous n'auriez pas besoin, normalement, de faire tout ça pour être conforme. Il suffit juste de respecter de garantir le C+D. On saurait le faire avec 2 plaques de BA13 au lieu de, comme ce qu'on nous demande dans le guide, une plaque de BA13 plus une plaque de BA18. Très bien. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Pour nous aussi. Donc, c'est pas la réglementation. Si ça répond. Merci pour la réponse. Bon, très bien. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres réactions, d'autres témoignages à partager? Je remonte pour voir si on a bien répondu à tout. Bon, ça a l'air d'être bon. Une dernière question de Monsieur Demorog encore. C'est quoi l'argument en faveur du bois? S'il y avait un argument
pour vendre le matériau. Un seul? Il y a le en lettres capitales. C'est quoi le argument? Sauver la Ouais, ça peut être une ressource locale déjà, donc en fait ça c'est bien. C'est un matériau aussi qui se travaille bien, enfin, voilà, qui est propre dans sa mise en œuvre. Donc ça aussi c'est important de le souligner. On peut avoir des chantiers très propres par rapport à du béton, par rapport à d'autres matériaux. Donc il est aussi facile d'utilisation dans le sens où on peut tout préparer en atelier, donc dans des conditions de travail optimum. Enfin voilà, il y a tous ces arguments-là, quoi. Donc l'argument, c'est qu'il a tous les arguments en fait. C'est pas loin d'être ça, ouais. Ça demande juste en effet des compétences différentes et complémentaires pour pouvoir l'utiliser correctement, quoi. Au bon endroit. Disons que chez nous, c'est un matériau qui est disponible. Donc ça joue énormément en fait. Ça joue énormément. Mais la notion de pouvoir travailler en atelier et de travailler du coup plus précisément, on peut avoir des choses précises, on doit, enfin, voilà, donc je pense que c'est aussi un bon argument, quoi. Alors, une autre question, qu'en est-il du séchage du bois dans la construction de collectifs pour éviter les sinistres? Alors, il faut que je comprenne bien la question. On parle du séchage du bois pendant le levage du chantier? Non, bah, sur place, je pense. Enfin, une fois Je qu'il pense que est c'est séchage du suffisamment bois sec, quoi. Enfin, je pense que c'est ça la question. après sillage, ouais. Ah, En gros, sillage. en gros, est-ce qu'on peut encore poser du bois humide ou pas? Ouais, Ah c'est non. séchage après sillage. Ah non, bah, enfin, le bois, quand il arrive sur le chantier, il est sec, hein. Enfin, Alors justement, pas par tout. contre, pendant qu'on va le poser, il va prendre les intempéries. Il faut qu'il soit sec, hein. Il faut qu'il soit sec. Après, on en revient à ce que je disais sur l'organisation de la filière, quoi. Après, enfin voilà, les charpentiers sérieux, professionnels avec qui on bosse, le bois, il arrive, il est testé régulièrement, il est testé à l'arrivée sur le chantier, il est testé pendant le chantier. Et les industriels qui nous fournissent du bois, ils doivent nous fournir du bois sec. Donc là, on est d'accord. Là, enfin voilà, là, c'est du ressort de la filière. Voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est un peu du normatif et du contrôle qualité sorti de Syrie et sorti de seconde transformation, quoi. De toute façon, les industriels qui collent, ils collent du bois sec, hein, donc, Pas le choix. mais effectivement, sur le bois massif, il faut qu'on soit vigilant, quoi. Donc là, on parle de. S'il est pas sec, il ne ressuit pas. Donc, On en parle de collectif, donc en effet, là, c'est bois sec sûr. Après, c'est vrai que je sais que les charpentiers locaux qui fabriquent plutôt de la maison individuelle ou du chalet, il y a certains produits qui savent, alors il y a une compétence à avoir de mise en œuvre, ils savent mettre en œuvre par exemple pour des grosses sections massives. Voilà, pour des grosses sections massives ou même pour pour la structure de la charpente, ils peuvent poser du bois réessuyé, pas trempe, mais réessuyé. Et le fait qu'il sèche sur place, avec la façon dont il a été fixé, n'apporte pas de sinistre. Mais voilà, dans du collectif, je dirais beaucoup moins. Pas dans un plancher, par exemple, ou pas. La question, c'était vraiment ça ou? Ben oui, qu'en est-il du séchage du bois dans la construction de collectifs pour éviter les sinistres? C'était pas plutôt est-ce qu'on a des séchoirs à bois ou des trucs comme ça? Parce que je sais que nous, ça a été la grande discussion à une période, puisqu'on avait fait des voyages d'études
en Autriche, où là, pour le coup, il sèche le bois, quoi. Enfin, il le force, quoi. Il force le séchage. Donc, est-ce que c'était pas plus ça la question? Alors, c'était pour mettre en effet le doigt, mais on l'a dit du coup, hein, en effet, en France, les scieurs de taille moyenne et encore moins les petits ont plus de mal à sécher. Ils sèchent sur commande. Alors moi, j'ai 2 sons de cloche. J'ai quelque part les maîtres d'ouvrage qui me disent qu'en effet, on ne trouve pas de bois sec. Et du coup, quand je vais voir les scieurs, que je leur dis ben, pourquoi vous ne séchez pas votre bois, ils me disent ben, moi, on ne me demande pas du bois sec. Donc, j'ai encore un petit peu de mal avec voilà, ce son différent. Je pense tout simplement en effet que les scieurs locaux vendent aux charpentiers locaux et que les charpentiers leur achètent surtout pour de la charpente. Et pour tout ce qui est mur ossature bois plancher, ils importent du bois sec, raboté. Voilà. Alors Samuel, je vois que tu as lu la question. Tu as un avis là-dessus? Est-ce que, Je suis en train de la lire, mais là, c'est dur. Non, j'ai pas de retour d'expérience là. Vous pouvez nous la lire parce que nous, on les oui, voit pas les alors questions. il demande si on a un retour d'expérience sur des murs ossature bois très étanches à l'air et pas du tout, donc perspirant, hein, vraiment fermé à l'air, au bout de 10, 20, 30 ans. Est-ce que l'humidité des structures se maintient à un bon niveau? Normalement, Peut-être, je peux vous donner la parole hein, si vous voulez prendre la parole. Je vous laisse lever la main si je vais pas vous... Ouais. Hop. Voilà, donc là, je viens de vous autoriser le micro. Il faut que vous l'activiez et vous pourrez... Voilà, normalement c'est bon. C'est bon, on vous entend. Bonsoir à tous, hein, on ne s'est pas vu. En fait, j'ai eu le cas sur un projet j'avais fait une école et moi j'avais prévu de mettre un frein vapeur et pas un pare-vapeur et ça avait été retoqué parce que c'était pas une mesure qui correspondait à la réglementation en vigueur à l'époque. Et du coup, on m'a forcé à mettre un pare-vapeur avec un SD de, je sais plus, 40 mètres, enfin, un truc, plus rien qui passe, quoi. Et moi, je me posais la question, parce que on met des murs ossature bois, de la laine de bois, des choses qui, si elles s'humidifient au bout d'un certain temps, je ne sais pas trop ce qui va se passer, quoi. Donc, ils ont fait un calcul dynamique, mais est-ce que dans les faits, est-ce qu'il y a un retour d'expérience ou pas? C'était ça ma question. Normalement, le frein vapeur ou pare-vapeur, il est plutôt côté intérieur. Donc, en fait, le mur, a priori, il respire toujours côté extérieur, quoi. Enfin, Oui, tout à fait, ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que les bâtiments, comme on a montré, les bâtiments qui ont 1500 ans, en fait, ils vous sont n'avez pas ça. complètement respirants. Donc, il n'y a aucun problème. Si l'humidité rentre, elle ressort tout de suite. Alors que là, on va la forcer à aller traverser 30 cm d'isolant, plus blablabla. Enfin, donc voilà, c'était ça ma question, simplement. C'était une étude thermique? C'était Dans non, ton c'était projet. FOFI, c'était un calcul de Dans diffusion le de projet. vapeur d'eau. Ouais. Non, j'ai pas de. Déjà, j'ai pas de bâtiment qui ont 30 ans. J'en ai qui ont 10 ans, mais. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est vrai que mais, l'étanchéité à l'air, on la traite que depuis ouais. quelques années. Ouais. Ok, merci, pas de souci. Ok. Bon. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres témoignages ou questions, on va en Main rester là. levée, ouais, je crois. Il n'y a pas une main levée, regarde, c'est là. Encore. Est-ce que c'est parce qu'il ne l'a pas baissé? C'est le même. Non. Ah voilà, c'est parti. Très bien. Eh ben, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, on remercie, alors que je dis on parce que c'est avec Cédric qu'on a organisé donc,
cette conférence. Donc, on remercie beaucoup les intervenants. Merci Samuel et merci Laurent pour vos interventions. On vous remercie aussi tous d'avoir participé